2020 sera une année électrifiée pour Citroën. L'un des événements sera la présentation d'une toute nouvelle C4 100% électrique. Mais le premier temps fort de l'année, c'est la présentation du premier hybride rechargeable de la marque, ce C5 Aircross. Ce C5 Aircross hybride partage sa mécanique avec son cousin le Peugeot 3008, mais il reçoit dans un premier temps la version simplifiée avec seulement 2 roues motrices. Alors on a un bloc essence de 180 chevaux associé à un moteur électrique de 110 chevaux. La puissance maxi cumulée, c'est 225 chevaux. Ce modèle est donc un hybride rechargeable doté d'une batterie lithium-ion de 13,2 kWh, ce qui permet d'avoir une autonomie 100% électrique d'environ 50 km. Côté recharge, avec les meilleurs équipements proposés en option, le plein de jus se fait en un peu moins de 2 heures. Côté look, pas grand chose à dire, c'est le C5 Aircross que l'on commence à bien connaître. Il y a juste quelques éléments de personnalisation inédits comme ces inserts de couleur bleue. Quelques logos signent le modèle avec par exemple sur ses ailes ce nouveau H à tréma. À bord, l'écran de l'instrumentation et l'écran de la navigation adoptent des affichages spécifiques à l'hybride. On trouve aussi un nouveau rétroviseur central sans cadre apparent avec un petit gadget, une diode bleue qui indique quand vous roulez en mode 100% électrique. Le modèle est déjà disponible à la commande avec un prix de base juste sous les 40 000 €. Les livraisons commenceront avant l'été. Chez Mercedes, des SUV en veux-tu, en voilà. Alors quelques mois après la présentation de cet inédit GLB, voici en première mondiale à Bruxelles la seconde génération du GLA. Alors la première génération du GLA avait un peu les roues posées entre deux chaises, entre compact et SUV. Cette deuxième génération choisit plus clairement son camp, c'est celui des SUV. La grande différence par rapport à l'ancien, c'est la hauteur qui gagne 10 cm. Le véhicule change vraiment d'allure. Moi je trouve quand même qu'il y perd un petit peu, je le trouve un peu plus ramolli avec cette troisième vitre latérale et l'arrière moins incliné. Alors l'avant tente quand même de garder un peu de caractère avec une calandre bien droite face à la route et des phares acérés. Le grand reproche fait à la première génération du GLA, c'était sa mauvaise habitabilité. Mercedes a entendu les critiques et a donc revu sa formule pour rendre le véhicule plus accueillant et surtout plus familial. Et surtout, il est plus modulable avec l'arrivée d'une banquette arrière coulissante. À l'avant, pas de surprise, on retrouve en grande partie la planche de bord de la classe A avec deux caractéristiques qu'on aime bien, les aérateurs en forme de turbine et surtout les deux écrans en enfilade disposés sous le même verre et sans casquette. On retrouve aussi le système multimédia MBUX avec des commandes évoluées. On lui parle en l'apostrophant « Hey Mercedes ». Du côté de la gamme, Mercedes n'a pour l'instant confirmé que deux versions essence, un GLA 200 de 136 chevaux et déjà une version sportive AMG, la 35 AMG que l'on voit ici, que l'on reconnaît d'ailleurs à sa calandre lamelle verticale et elle est équipée d'un bloc de 306 chevaux. Bien sûr, la gamme sera très rapidement étoffée avec d'autres essences, du diesel, de l'hybride rechargeable et en 2020, Mercedes dévoilera aussi une version 100% électrique EQA. On dit
dit que les diamants sont éternels. Cela peut aussi être valable pour les belles voitures. Mais même les belles voitures doivent de temps en temps évoluer, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, que faire avec la très réussie Jaguar F-Type qui n'a pas pris une ride en 7 ans de carrière? La réponse est simple, pour Jaguar, on lui offre simplement un restylage. La F-Type a le droit à un tout nouveau visage avec une grande nouveauté. Elle abandonne les phares verticaux pour des phares horizontaux bien plus fins qui donnent un air vachement plus agressif à la voiture. De profil, aucune nouveauté au niveau de la silhouette. Et à l'arrière, les retouches sont aussi minimales. On notera juste un dessin un peu plus anguleux pour la base des feux, histoire de faire le lien esthétique avec l'e-Pace. L'intérieur de la F-Pace a peut-être un peu plus vieilli que l'extérieur, mais garde du charme. Une seule vraie nouveauté pour ce restylage, c'est l'arrivée d'une instrumentation 100% numérique. La gamme de moteurs évolue. Alors en entrée de gamme, on retrouve toujours un 4 cylindres de 300 chevaux en propulsion. L'évolution, c'est après puisque les V6 disparaissent du catalogue français. À la place, on trouve un nouveau V8 de 450 chevaux en propulsion ou 4 roues motrices. Le sommet de la gamme, c'est la R avec un V8 dont la puissance passe de 550 à 575 chevaux. La nouvelle F-Type est déjà disponible à la commande en France avec un prix de départ qui commence sous les 65 000 €. En 2020, deux événements dans les concessions Volkswagen avec l'arrivée de l'ID3, une compacte électrique très importante pour l'image et surtout l'arrivée de la Golf 8, une compacte très importante pour les volumes de vente. Alors vous le voyez, la Golf 8 ressemble à une Golf, la silhouette n'a pas été révolutionnée. On retrouve par exemple la custode épaisse en forme de virgule. Mais il y a quand même des changements visibles, il faudrait de mauvaise foi pour ne pas les remarquer, avec par exemple au niveau de la face avant, une calandre affinée et des phares qui se prolongent jusque vers les ailes. On trouve aussi une très grande bouche avec des lames décoratives qui reprennent la couleur de la carrosserie. Si l'évolution est forcément timide à l'extérieur, c'est une révolution à l'intérieur où Volkswagen a tout changé. On oublie ainsi la traditionnelle console centrale verticale pour un dessin horizontal avec des couches superposées. Cette fois, on trouve une instrumentation et un écran qui forment un bloc, même si on reproche que tout cet ensemble soit relié par des plastiques laqués qui ne sont pas de la meilleure facture. Le nombre de commandes physiques est réduit au strict minimum. Même la traditionnelle platine pour les phares a été remplacée par des commandes digitales. On a vu à bord avec les écrans qui remplacent les boutons que cette Golf est plus digitale, elle est aussi plus connectée avec parmi ses équipements inédits un système qui lui permet de communiquer avec d'autres voitures et même des infrastructures. Elle pourra aussi être mise à jour à distance après l'achat dans la concession. La Golf 8 est donc plus digitale, plus connectée, elle est aussi plus hybride. Elle inaugure ainsi chez Volkswagen des nouvelles motorisations essence dotées d'une hybridation légère appelée iTSI. Il y aura aussi des hybrides rechargeables car cette fois ce n'est pas une mais deux versions hybrides rechargeables disponibles avec 204 et 250 chevaux. Bien sûr, il y a encore une large offre de motorisation thermique classique en essence et en diesel car la Golf ne renonce toujours pas au TDI. Elle sera bientôt disponible dans les concessions françaises. Bien sûr, la mode est au SUV et Skoda n'y est pas insensible en proposant les Kamiq, Karoq et Kodiaq. Mais la meilleure vente du constructeur tchèque reste la familiale Octavia, restant même loin devant le SUV
Kodiaq. Alors autant dire que cette quatrième génération de l'Octavia est très importante. Côté look, l'Octavia reste une Skoda avec une robe sobre et des lignes anguleuses qui vieillissent plutôt bien. Il y a quand même des évolutions visibles par rapport à la précédente génération, comme l'abandon des phares en deux parties pour le retour à des optiques plus simples qui s'affinent vers le haut de la calandre. Celle-ci a été un petit peu abaissée, ce qui donne un côté un peu plus plongeant à la voiture. Ici, nous sommes en présence de la variante Break qui sera la plus importante pour les ventes. Et celle-ci a plutôt un aspect assez dynamique avec une lunette inclinée. En fait, cet Octavia nous fait penser à la Golf car c'est un peu le même refrain, une évolution en douceur à l'extérieur et par contre une révolution à l'intérieur. Et d'ailleurs, la présentation de la planche de bord de l'Octavia est assez proche de celle de la Golf puisqu'on retrouve le même type de dessin très horizontal, très aéré, avec au centre un grand écran tactile qui remplace une très grande partie des commandes. L'ensemble est vraiment réussi, on a vraiment l'impression d'être dans une Volkswagen, quoi. On a vu qu'il y avait une belle montée en gamme à bord, il en est de même pour l'équipement puisque Skoda ne se refuse plus rien, ce n'est plus le parent pauvre du groupe Volkswagen. La voiture est équipée des dernières technologies comme les phares de type Matrix ou la conduite semi-autonome. L'Octavia 4 sera proposée avec une vaste gamme de motorisation avec des essences et des diesels classiques, mais aussi l'arrivée de moteurs essence à hybridation légère et aussi l'arrivée d'une version hybride rechargeable de 204 chevaux équipée d'une batterie lithium-ion de 13 kWh, ce qui permet d'avoir une autonomie électrique d'environ 50 km. Au salon de Bruxelles, on découvre en première européenne chez BMW cette série 2 Grand Coupé. C'est le premier coupé 4 portes compact de la marque qui va donc rivaliser avec la Mercedes CLA. Il mesure 4,53 m de longueur, ce qui fait qu'il est une quinzaine de centimètres plus court que son rival à l'étoile. Alors cette série 2 Grand Coupé reprend la base technique de la nouvelle série 1, c'est donc une plateforme traction. Alors en la découvrant pour la première fois en réel, je trouve qu'elle me fait une bien meilleure impression qu'en photo, même si j'aurais aimé que la partie arrière soit plus fine. Comme je vous le disais, cette série de Grand Coupé reprend la base de la série 1 et à l'intérieur, on a carrément la planche de bord, la nouvelle série 1. La présentation est sans surprise, typiquement BMW, un dessin plutôt horizontal avec une console centrale orientée vers le conducteur. BMW a plutôt bien fait les choses en appelant ce modèle un grand coupé parce qu'on a des portes sans encadrement. Du côté de la gamme, il y a déjà 3 versions annoncées. En entrée de gamme, une essence 2.18i de 140 chevaux. Ensuite, un diesel 2.20D de 190 chevaux. Et au sommet de la gamme, cette première sportive, et même peut-être la seule, car apparemment il n'y aura pas de M2 Grand Coupé. Alors nous avons ici la M235i avec un bloc de 306 chevaux. Du côté de l'équipement, on retient 2 gadgets qui nous plaît bien. C'est l'accès par smartphone et surtout la marche arrière automatique. Si vous vous êtes coincé dans une impasse, vous appuyez sur un bouton et la voiture recule d'elle-même sans votre aide. Le modèle est déjà disponible à la commande avec un prix de base supérieur légèrement à 31 000 €. Vous le savez, Opel fait maintenant partie du groupe PSA. La marque est d'ailleurs exposée dans le même bâtiment que Citroën, DS et Peugeot. Et du côté de PSA, on a envie de tourner au plus vite la page General Motors. Résultat, on accélère le calendrier de renouvellement des modèles sur une base américaine. Ce qui fait que cet Insignia profite déjà d'un restylage 3 ans seulement après sa sortie.
Le lifting de la grande familiale d'Opel est toutefois léger, il se limite à la face avant avec une nouvelle calandre plus large, des phares retravaillés avec une nouvelle pointe, une nouvelle signature lumineuse et un bouclier redessiné. Le tout est inspiré de la dernière génération de Corsa. Bien sûr, le restylage concerne en même temps la berline et cette variante Break Sport Tourer. Et vous le voyez du côté de l'arrière, rien ne bouge. Côté équipement, l'une des nouveautés est une nouvelle définition pour la caméra de recul qui permettra d'avoir une meilleure image sur l'écran. En fait, l'important de ce restylage il se trouve sous le capot avec la mise à jour de la gamme de motorisation afin de faire baisser les consommations et les émissions. Parmi les moteurs annoncés au lancement, il y a un 1,4 litre turbo essence de 145 chevaux, un 2 litres turbo essence de 200 chevaux et un bloc diesel 1,5 litre de 122 chevaux. Heureusement, le sport n'est pas oublié car la version GSI est bien reconduite avec un nouveau moteur, un 2 litres turbo essence de 230 chevaux. Mazda dévoile en première européenne à Bruxelles son premier véhicule 100% électrique. Il s'appelle le MX-30. Alors on est assez loin du MX-5 puisque nous sommes en présence d'un SUV, comme d'ailleurs en témoigne ces très grosses protections de carrosserie. Mais il garde l'allure d'un coupé. Parmi les originalités esthétiques de ce modèle, on retient le prolongement des arches le long de la lunette arrière et qui ensuite retombe sur les feux. Il a surtout une sacrée originalité, c'est la présence de portes arrière à ouverture antagoniste comme sur le RX-8. À l'intérieur, on découvre une planche de bord au dessin épuré avec une console centrale qui forme une arche flottante, ce qui permet d'ailleurs d'avoir en dessous un petit rangement. Et ce rangement est habillé de liège. Ce n'est pas un hasard, c'est un clin d'œil à la première activité de Mazda qui va fêter ses 100 ans cette année et qui fabriquait à ses débuts des bouchons de liège. Ce modèle n'est donc pas un concept car, il va bien être commercialisé avec ses portes antagonistes sans le pied milieu. Alors les portes comme ça, c'est sympa, mais est-ce que c'est pratique ? Franchement, moi j'en doute un peu. On voit que l'accès à la banquette arrière est assez étriqué. Pour un véhicule compact destiné plutôt à un usage familial, c'est moyen. Côté technique, l'information à retenir, c'est la capacité de la batterie. Et là, c'est une mauvaise surprise parce qu'elle fait seulement 35,5 kWh. C'est moins que ce que proposent les nouvelles citadines comme la Renault Zoé ou la Peugeot i208. Alors cela va donner une autonomie d'environ 200 km. Ce n'est pas beaucoup, pourtant Mazda assume, mettant en avant le fait que le kilométrage moyen chaque jour d'un conducteur européen est bien inférieur à 200 km. Pour un véhicule avec un usage familial, là aussi, on pense que c'est un sacré défaut. Si ce défaut ne vous rebute pas, sachez que le modèle est déjà disponible à la commande en France avec une version de lancement First Edition à 34 400 €. Après avoir revu très légèrement le Koleos, Renault s'est penché sur l'espace. Et là aussi, pour le grand monospace teinté de crossover, les retouches sont assez légères. Le style n'avait pas vraiment besoin d'être revu. Alors parmi les nouveautés les plus visibles, il y a un nouveau bouclier à l'avant avec plus de chrome, dont une barre qui fait toute la largeur du véhicule. Sur les côtés, on peut voir de nouvelles jantes de 20 pouces qui sont réservées à cette finition la plus chic initiale Paris, dévoilée avec la teinte incontournable violet. Mais dans le nuancier de l'espace, il y a une nouveauté, c'est un rouge millésime. À l'arrière, il y a un nouveau bouclier avec là aussi pas mal de chrome, dont une nouvelle barre qui vient souligner tout le coffre. Il y a un nouveau ski de protection couleur aluminium
qui intègre des canules d'échappement qui en réalité sont factices. À l'intérieur, les nouveautés concernent les écrans. L'espace monte enfin en gamme avec une vraie instrumentation 100% numérique. Sur la console centrale, l'écran est aussi légèrement agrandi et adopte un nouveau système multimédia EasyLink. Il y a de nouvelles commandes de la climatisation avec affichage intégré de la température dans les molettes. La console centrale a été redessinée pour se prolonger jusqu'entre les sièges conducteurs et passagers, ce qui permet d'avoir un deuxième rangement. Elle garde toujours son aspect suspendu. Regardez là, ça forme une arche avec en dessous un logement pour la recharge des téléphones par induction. Le plus important de ce restylage concerne l'équipement. L'espace met enfin à jour sa dotation technologique et rattrape son retard. Il adopte notamment une conduite semi-autonome de niveau 2 en couplant le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voie. Autre nouveauté, et c'est une première chez Renault, l'arrivée de phares à LED de type Matrix avec tout un tas de LED qui s'allument et qui s'éteignent indépendamment pour faire évoluer en permanence le faisceau lumineux, ce qui permet d'éviter d'éblouir les autres usagers de la route. Sous le capot, il n'y a en revanche pas de changement car l'espace avait déjà remis à jour toute sa gamme de motorisation au cours des derniers mois. Alors du côté de l'essence, un bloc 1,8 litre turbo de 225 chevaux et du côté du diesel, nous avons deux blocs 2 litres DCI de 160 et 200 chevaux.